les lanceurs d'alerte. Alors, le premier est un ancien employé de la CIA et de la NASA. Il a révélé en 2013 que le système d'écoute PRISM, lancé en 2007 par le gouvernement américain, par l'Agence nationale de sécurité pour la surveillance, eh bien, surveillait précisément les données personnelles, privées, à travers un certain nombre d'outils comme Google, Facebook, YouTube, Apple, etc., au nom de la lutte antiterroriste, disait le gouvernement américain. Le second est à l'origine de la fuite des câbles diplomatiques de Wikileaks. La troisième, elle est médecin au CHU de Brest et elle a montré que le fameux Mediator, édité, on va dire, produit par les laboratoires Servier, était dangereux, causait des maladies cardiaques terrifiantes, alors qu'il était utilisé bien souvent comme un médicament coupe-faim. Alors, mais comment distinguer en même temps le bon grain de livret, le dénonciateur du délateur? Alors, Snowden, Assange, salaud ou héros, ou Mouchard ou Arsène Lupin de l'ère numérique, parce que je crois que cette dénomination est assez liée au tournant numérique planétaire. Pour en parler avec nous, Hubert Védrine, et Hubert Védrine, qui est donc notamment ancien ministre des Affaires étrangères, il l'a été de 1997 à 2002, eh bien, il n'est pas tendre dans un certain nombre de textes, d'interventions, d'entretiens avec ce qu'il appelle, notamment dans la revue de Régis Debray, qui s'intitule Médium, la sauvagerie individualo-technologique du lanceur d'alerte. Et l'argument n'est pas à prendre à la légère, puisque, selon Hubert Védrine, l'idée que tout doit être connu tout de suite est évidemment incompatible avec notamment une négociation internationale sereine, que ce soit sur le plan diplomatique, sur le plan économique. Alors, il faut faire attention, les grandes conférences, selon lui, n'aboutiraient jamais dans un monde régi par la tyrannie de la transparence. Et Hubert Védrine a notamment publié, non pas des livres sur le sujet, mais qui renvoient, notamment dans la mêlée mondiale, des articles, des interventions de 2009 à 2012 aux éditions Fayard, que vous trouverez ici au Salon du Livre. Et puis, dernièrement, La France au défi, là c'est plus sur les réformes, notamment économiques, que la France devrait, selon lui, prendre. C'est également aux éditions Fayard. William Bourdon, eh bien, lui, il est plutôt partisan, on va dire ça comme ça, même si il y aura forcément à adresser quelques critiques, quelques limites à cette dénomination. Il y croit, il est avocat, il est fondateur et président de l'association Sherpa. Et c'est, comme le disent mes collègues du journal Gérard Davet et Fabrice Lhomme, c'est un gêneur patenté qui a écrit un petit manuel de désobéissance citoyenne aux éditions Jean-Claude Lattès. Quand l'intérêt général est menacé, devenez lanceur d'alerte. C'est ce qu'il y a écrit sur la couverture de son livre. Lui, il propose de protéger sur le plan juridique ceux qui, un jour, décident de se révolter contre un ordre illégal et qui en viennent à révéler, pourquoi pas, parfois des secrets d'État. Alors il y a des lois, il y en a 5, qui protègent les lanceurs d'alerte, notamment une dernière en 2002, qui date de 2013, qui le permet. Mais, dit-il, ce n'est pas suffisant, il faut une haute autorité administrative pour les protéger. Alors je voudrais démarrer par une question toute simple que je voudrais poser à l'un et à l'autre avant que nous rentrions dans le débat, savoir si ce sont des mouchards ou des sauveurs, des salauds ou des héros, des délateurs ou des dénonciateurs, savoir qu'est-ce que c'est qu'un lanceur d'alerte. Qui veut commencer? Hubert Védrine? William Bourdon? Avec plaisir. Je vous en prie. Vous n'avez pas de micro, pardon. Je vous donne le mien et j'échange. Oui, merci. Alors c'est vrai que quand un concept, un vocable a un succès aussi extraordinaire que le succès maintenant qui s'universalise de la notion de lanceur d'alerte, ça s'accompagne souvent de confusion, voire de manipulation. Et donc, c'est important à l'ouverture et au prologue de cette discussion, qui, j'en suis sûr, va être riche, avec Hubert Védrine, de rappeler un petit peu les définitions. Alors, d'abord, une idée très simple à partager avec vous. Depuis que l'humanité existe, il y a toujours eu des humains qui, à un moment donné, ont fait prévaloir leur conscience sur le devoir d'obéissance. Depuis Antigone,
Saint-Augustin en a parlé, il a même dit que s'agissant du soldat, il ne devait pas éteindre sa conscience face à un ordre qui manifestement devait l'amener à commettre le plus infâme, c'est-à-dire de participer à la barbarie. Et donc ça, c'est une histoire vieille comme le monde, l'histoire des grands désobéissants. Mais ce qui va tout d'un coup changer un peu les choses, c'est l'éruption de cette notion de lanceur d'alerte au XIXe siècle, qui a été introduite dans le droit américain, le whistleblower, c'est-à-dire le siffleur, c'est-à-dire celui qui siffle la fin de la partie parce qu'il estime que la partie est mal engagée. Et donc c'est la loi américaine qui, pour la première fois, a introduit une disposition vaguement protectrice des lanceurs d'alerte. Et il y a un homme qui, le premier, a écrit sur la désobéissance civile, Henry David Thoreau, que certains d'entre vous connaissent, qui a été incarcéré parce qu'il refusait de payer des impôts qui finançaient l'esclavage. Et voilà un homme aussi qui donc, a fait prévaloir, au risque d'ailleurs de la perte de sa liberté, sa conscience sur la loi. Donc je vais vite, pour arriver rapidement au lanceur d'alerte d'aujourd'hui, qui donc explose en ce début du XXIe siècle, les grands désobéissants du XXe siècle, c'est-à-dire évidemment, on pense à Martin Luther King, sans l'action duquel, d'abord individuelle, sur laquelle s'est fédéré le plus grand nombre, il a mis à bas un système qui était un système abject de ségrégation dans un pays qui devait incarner l'excellence de la démocratie. Gandhi, qui, grâce à sa désobéissance, a mis un terme à la tutelle insupportable de l'Empire britannique. Voilà donc deux grands désobéissants qui ont marqué le XXe siècle, deux grandes consciences contre deux formes de tyrannie. Et au début du XXIe siècle, font irruption des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire des citoyens, connus ou anonymes, qui à un moment donné font valoir leur conscience, comme le dit joliment Václav Havel, comme une petite insurrection individuelle, et qui, contrairement aux désobéissants, et ça c'est une distinction que je veux tout de suite souligner, sont protégés par la loi. Le lanceur d'alerte est un obéissant, parce qu'il agit a priori dans le cadre de la loi. Et il y a depuis une dizaine d'années toute une série de dispositions législatives, en France, en Europe, aux États-Unis, qui créent un abri légal qui permet aux lanceurs d'alerte d'agir, qui les vaccine, si je puis dire, contre le risque de persécution judiciaire. On entrera dans le détail peut-être tout à l'heure. C'est la grande différence, c'est-à-dire que ce n'est plus un désobéissant, c'est un obéissant. C'est un obéissant. Qui reste dans le cadre de la légalité jusqu'à un certain point. Grâce à l'action de la société civile en France, la première loi protectrice des lanceurs d'alerte, 22 novembre 2007, dit que tout employé dans une entreprise française qui est licencié en représailles du fait qu'il a donné l'alerte sur le fait qu'il existait des faits de corruption au sein de son entreprise, que ce licenciement est nul. C'est donc un premier bouclier qui a été apporté à la loi. Et depuis, ça s'est universalisé grâce à une loi très récente, la loi du 6 décembre 2013, qui a étendu cette protection. C'est un bouclier insuffisant, on y reviendra tout à l'heure, à la fois aux employés privés et aux agents publics. Donc le lanceur d'alerte, il cherche la protection de la loi pour agir. Mais parfois, il est tellement épuisé, il sonne le tocsin tellement en vain, il se prend sur la figure tellement de vexation, d'intimidation et de représailles, qu'il franchit le Rubicon et qu'il viole la loi. C'est le cas d'Hervé Falciani, que j'ai défendu, un des principaux collaborateurs de la banque HSBC, en Suisse, qui, indigné des discours humanistes de HSBC à travers le monde, qui nous annoncent à tous un futur meilleur, avait organisé dans les caves numériques de la banque les opérations les plus sales qui soient. Eh bien, en interne, il s'adresse à sa hiérarchie, il dit c'est pas possible. Il ne prend que des râteaux dans la figure pour dire les choses de façon un peu triviale, et il franchit le Rubicon. Il y a bien d'autres exemples qu'on pourrait donner. Donc, le lanceur d'alerte épuisé, fatigué de donner l'alerte en vain, devient un grand désobéissant. Et Snowden, dont je suis l'avocat français, lui, à l'image d'un grand lanceur d'alerte mondial qu'il est, mais il est une figure hybride, parce qu'il est évidemment sur le plan éthique un grand lanceur d'alerte, mais il ne l'est pas sur le plan juridique, car il est avant tout, en tous les cas, au regard de la loi américaine, un grand désobéissant. Hubert Védrine, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition du lanceur d'alerte? Est-ce qu'il s'agit, au fond, de l'antigone du XXIe siècle, de l'ère numérique? Non, je crois comprendre que c'est plus précis dans la définition. Mais d'abord, je voudrais dire que moi, je ne me suis jamais exprimé, j'espère que je vais pouvoir m'exprimer là,
Je ne me suis jamais exprimé jusqu'ici sur ce sujet précis. Là où j'ai tenu des propos très très vigilants, justement, notamment dans Medium et ailleurs, c'est sur l'idéologie de la transparence totale. C'est autre chose. C'est pas exactement la même chose. Et donc j'ai pas eu à réagir en fait, ni à débattre. Et là, c'est tout à fait intéressant pour moi d'être là sur la question précise du lanceur d'alerte. Qui est-ce? Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'où ça va? D'ailleurs, quand vous me l'avez proposé, vous vous rappelez, j'avais dit pourquoi moi? Enfin, je ne suis pas mis en avant, je n'ai pas développé une théorie sur le sujet, contre non plus d'ailleurs. Mais il dit qu'il faut quelqu'un qui parle le langage d'État raisonnable. Quelqu'un qui défend le secret d'État. C'est autre chose, le secret. Ce n'est qu'une part. C'est un sujet intéressant. Pas que le secret d'État, ça peut être le secret de la vie privée aussi. Enfin, il y a plein de choses. Mais on va en parler après. Mais pour moi, le débat sur lanceur d'alerte, qu'est-ce que c'est? Ça ne se ramène pas uniquement à la question du secret, pas secret. Ça en fait partie, ça peut croiser le sujet. Mais il n'y a pas que ça. Donc je ne démarre pas à partir d'une sorte d'hostilité, de méfiance, de principe. Je trouve que mélanger le lanceur d'alerte qui, dans un service secret ou dans une entreprise, dit attention, il se passe ceci, je dénonce, le mélanger avec Gandhi et Martin Luther King et pourquoi pas Mandela ou De Gaulle en 40, bon, c'est un peu, ça enjolive, je comprends, mais c'est peut-être un peu autre chose en fait. Même Antigone, la pauvre, comme à toutes les sauces. Donc moi je serais quand même plutôt partisan d'une définition plus exacte, plus précise. Et tout de suite j'ai envie de poser les questions qui suivent, qui en découlent, en disant le lanceur d'alerte, en prenant les quelques exemples qu'a cités William Bourdon, il alerte qui? Il alerte qui? Il veut quoi en fait? Et à mon avis il y a deux familles tout à fait différentes. Il y a le lanceur d'alerte qui veut corriger une anomalie grave, révéler quelque chose qui n'est pas admissible pour provoquer une correction, en fait, une sorte d'autocorrection du système. Enfin, je ne crois pas à toutes ces généralisations débiles du genre le système, le capitalisme, etc. Mais je veux dire quelqu'un qui veut entraîner une correction, vous voyez, ou quelqu'un qui est un rebelle global et qui se sert de l'alerte dans un domaine spectaculaire, vital, très important, pour, à la limite, renverser le système. Il y a toujours eu des courants utopiques très importants, en tout cas dans l'Occident chrétien. C'est fondamental. C'était fondamental dans la pensée, dans le catholicisme. En fait, il y a toujours eu un courant utopique qu'on a retrouvé sous une forme tout à fait laïque après, qui continue à exister. Mais donc, c'est pas la même chose d'être une sorte d'alerte incendie. On a des lanceurs d'alerte ici. Ce sont les trucs anti-incendie. Dans tous les systèmes industriels complexes, dans toutes les usines complexes modernes, vous avez des systèmes d'alerte. Il y en a souvent 2, 3, 4, 5. Quand arrive un accident industriel particulier, on s'aperçoit que, par coïncidence très, très, très fâcheuse, il y a 2, 3, 4, 5 systèmes qui ont dysfonctionné parce que c'est des lanceurs d'alerte au sens trivial, au sens concret, au sens technologique. Bon, donc c'est pour corriger, c'est pour éviter un drame, c'est pour empêcher qu'il ait lieu. Par exemple, Tchernobyl, si ce n'était pas en URSS où plus rien ne marchait, que ce soit les trains, les sous-marins, les avions ou les centrales nucléaires, les systèmes de sécurité normaux auraient joué, en fait. Vous voyez, donc les systèmes technologiques. Mais ce dont parle William Bourdon, c'est différent, ce sont des gens, des individus. Moi, j'accueille tout à fait j'ai aucun réflexe contre ça. J'ai pas d'antipathie par rapport à ça. Je vois très bien historiquement comment des personnes se sont rébellées, ont lancé une alerte, ont mobilisé. On pourrait même dire que Zola est un lanceur d'alerte par rapport à ça. Mais ça dépend jusqu'où on élargit la définition. Bon, donc on en vient à la question de la protection. La protection, il y a un équilibre à trouver parce que si on considère que n'importe quel dénonciateur doit être protégé, vous n'avez à peu près plus rien qui puisse fonctionner, même pas un journal, parce que si n'importe qui peut dire ce qui se raconte dans un comité de rédaction en expliquant pourquoi on a titré sur tel sujet et on a oublié un autre, et pourquoi on a confié tel article à un tel plutôt qu'à un autre, blablabla. Bon, il n'y a rien qui puisse fonctionner. Il ne faut pas simplement avoir en tête les méchants, les gouvernements, les banques, les entreprises, les méchants. Ça s'applique à n'importe quelle entité humaine, n'importe quelle mairie, n'importe où en fait. Est-ce qu'on peut distinguer justement le dénonciateur de choses illégales et le délateur William Bourdon, qui est assez militant sur tout ça, a introduit cette distinction, vous voyez. Je vois par exemple vous disiez, et c'est intéressant. Ils ont les dossiers l'un sur l'autre. Je vois là, c'est vraiment, c'est pas des dossiers, l'amphithéâtre de Blois, c'est le barreau de Paris. Mais je ne sais pas que la pensée de William Bourdon était nuancée à ce point. C'est intéressant. Vous voyez, par exemple, sur la question... La vôtre
aussi, à vous écouter, vous êtes en décalage. Et je m'en réjouis, la salle aussi, je pense, avec des déclarations que vous avez faites il y a quelques années, qui étaient infiniment plus rudes que les propos nuancés que vous partagez aujourd'hui. On va commencer par celle non, je crois que c'est lié à l'interprétation illimitée à l'époque sur la nécessité de la transparence absolue. C'est sous cet angle-là que j'ai été interrogé, moi. Par exemple, Le Monde m'avait interrogé, Sylvie Kaufmann m'avait interrogé là-dessus. Et là-dessus, j'ai une réaction que je peux expliquer tout à l'heure sur pourquoi je suis méfiant par rapport à ça. Mais quand je lis que vous dites que la loi doit être très ferme avec ceux qui vont prendre les habits d'un lanceur d'alerte pour venir distiller leur venin, il y a un travail de tri indispensable à faire. Il faut se doter d'outils du... Je trouve ça très bien. Mais comment on trie, justement? Comment on trie? Donc, jusqu'où développe-t-on la protection de quelqu'un qui est membre d'une organisation, ce qu'il a accepté. Il a accepté d'être engagé par une entreprise, d'entrer dans la fonction publique, de faire partie du corps diplomatique, ou bien des services secrets, ou de la police, je sais pas quoi. Bon, comment on va trier celui qui doit être protégé parce qu'il a révélé quelque chose de vraiment gravissime, ou quelqu'un qui est simplement en train de régler des comptes, ou qui est délirant? Comment on fait par rapport à ça? C'est une question ouverte, hein, je n'ai pas d'idée. Allez-y, répondez, William Audin. Alors d'abord, je voulais vous dire quand même, très grand bonheur de participer au fait que M. Hubert Védrine se rende compte qu'on peut être un grand activiste de la société civile et avoir des positions nuancées. Et donc, je suis content que vous vous en rendiez compte. C'est prouvé dans le texte. Non, je suis content que vous vous en rendiez compte parce que vous n'avez pas toujours... Vous pouvez avoir des propos très amènes sur les ONG et la société civile. Et donc, je suis content de participer au fait que vous progressiez dans la nuance, s'agissant de ce contre-pouvoir citoyen qui, aujourd'hui, s'amorce à travers le monde. Mais puisque vous avez eu la gentillesse de citer quelques-uns de mes propos, je vais aussi en citer de votre bouche. Vous avez dit, alors je vois que vous avez fait un chemin important depuis, mais enfin c'est mars 2014, donc votre pensée a été assez vite. Vous avez dit, l'ancien ministre Hubert Védrine, dénonçant la violence du procédé des Wikileaks et des lanceurs d'alerte, évoque le Big Brother électronique. Pour Védrine, la transparence, c'est la Chine de Mao. L'abolition de toute forme de confidentialité, dit ce dernier, laisse présager l'avènement d'une nouvelle forme de dictature. Donc vous voyez bien qu'on en est très loin. Parce que ça, je n'ai pas changé d'avis sur la transparence. Mais vous voyez bien qu'on est très loin parce que, en tous les cas, là où il faut que vous changiez d'avis, c'est que la société civile n'est pas aussi caricaturale que ce que vous dites. Il y a bien sûr quelques fanatiques ici ou là, manipulés ou pas, de bonne ou de mauvaise foi, par des prophètes de malheur, par tous les nouveaux populismes qu'on voit aujourd'hui, ces hommes providentiels qu'on déteste tous les deux, qui évidemment font fausse route. Et eux, en réponse à une instrumentalisation des secrets qui parfois a été excessive, ripostent dans un principe de proportionnalité un peu imbécile et un peu court intellectuellement par une obsession de la transparence absolue. Il ne s'agit pas du tout de cela. Donc c'est pas ça. Il ne s'agit protéger les lanceurs d'alerte, c'est pas la protection des lanceurs d'alerte. C'est pas arriver à l'avènement d'une société de la transparence. Alors d'abord, il faut dire un mot sur pourquoi tout d'un coup le législateur et les politiques se sont souciés de protéger les lanceurs d'alerte. Ça n'allait pas de soi quand même. Et ça n'allait pas de soi il y a encore 10 ou 15 ans. C'est quand même très récent. Et pourquoi ils s'en sont occupés? Ils s'en sont occupés parce qu'il y a eu cette conscience chez un certain nombre de responsables politiques qu'il fallait aider des citoyens qui, de plus en plus nombreux, en France et ailleurs, considéraient qu'ils étaient tous plus ou moins porteurs d'une obligation de protéger l'intérêt général quand il était menacé. Et pourquoi il y a de plus en plus de citoyens qui se sentent porteurs d'une co-responsabilité? C'est pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sentent bien qu'il y a de nouvelles formes aujourd'hui de menaces qui pèsent sur l'humanité, de tyrannie, la tyrannie de la planète finance, dont on voit tous les dégâts, y compris dans le portefeuille des gens, tous les jours. La tyrannie de l'obsession sécuritaire, au nom de la lutte antiterroriste, qui conduit à la mise en place d'une société de surveillance planétaire, jusqu'à aller piocher des informations dans l'intimité de la vie privée de tous les citoyens, de milliards de citoyens. C'est ce qui était craint par Hannah Arendt. Souvenez-vous, M. Védrine, Hannah Arendt, quand elle parle du risque de totalitarisme, elle désigne le mot totalitarisme, pas comme vous le faites. Elle parle de totalitarisme, c'est-à-dire celui dont elle a l'intuition qu'il va se mettre en place et qui fait que chaque citoyen va être progressivement comme, c'est son expression, l'atome d'un grand magma. Et donc, je reviens à cette idée. Le législateur et les politiques ont eu le souci de protéger les lanceurs d'alerte parce qu'ils ont compris aussi qu'il fallait tirer les conséquences de leur propre faillite.
leur propre faillite à incarner de façon légitime l'intérêt général, leur propre faillite à démontrer qu'ils étaient capables d'être à la hauteur des responsabilités publiques qui sont les leurs pour rassurer, protéger les citoyens face à toutes les menaces sournoises qui pèsent aujourd'hui sur le bien public. Voilà l'origine de cette loi. Ça change tout, monsieur Védrine. Ça change tout. Et donc, évidemment, que pour protéger les lanceurs d'alerte d'eux-mêmes, mais aussi pour protéger la respiration démocratique que ce mouvement incarne, il faut, comme je l'ai dit dans cette interview, être très ferme avec ceux qui vont prendre les habits de la vertu pour mener je ne sais quelle vendetta privée et se livrer à des opérations qui n'ont rien à voir avec le goût de l'intérêt public. Et donc je fais partie de ceux, oui, qui disent qu'il faudra demain peut-être criminaliser plus durement les lanceurs d'alerte de mauvaise foi pour éviter que les députés UMP du Sénat, qui après avoir lu un papier que j'avais fait dans Le Monde, ont alerté leurs collègues en disant « Attention, il ne faut pas écouter ce bête Bourdon, il annonce une répétition de Vichy et aujourd'hui, demain, une société de délateurs. » Alors oui, nous sommes d'accord là-dessus, il faut être très dur avec les lanceurs de mauvaise foi, mais d'ailleurs la loi le dit aujourd'hui, puisqu'il ne vous a pas échappé que la loi du 6 décembre 2013, comme d'ailleurs beaucoup de lois européennes, cette protection qu'elle offre aux lanceurs d'alerte, elle ne l'offre qu'aux lanceurs d'alerte de bonne foi. Alors, comment on en juge ça ? Un système comme dans la diffamation ou quel est le mécanisme qui permet de juger de la bonne foi ? C'est après, c'est avant, c'est à quel moment et quels sont les critères de... Et vous, précisément, comment... Non, c'est très plaidable, ça, je trouve ça s'entend. Mais quel est le... Comment Mais pour vous, par exemple, est-ce qu'il y a un bon lanceur d'alerte qui serait par exemple Irène Frachon et entre guillemets un mauvais qui serait peut-être Assange avec l'affaire Wikileaks qui donne effectivement, qui fait fuiter des câbles diplomatiques et qui met peut-être en danger soit des informateurs, soit des diplomates en poste. Est-ce qu'il y a des nuances ? C'est objectivement mis en danger énormément de gens, mais le débat sur lequel moi j'étais très, très, très précis, c'était sur la nécessité ou pas du maintien d'un secret à certains moments pendant un certain temps. Et ça, on peut en parler après. Mais je voudrais qu'on reste sur le point, c'est très important. Moi, je trouve que tout ce que dit Maître Bourdon est très plaidable, mais il reste le critère de la bonne foi. Et qui est-ce qui en juge ? Au moment de l'alerte, c'est après, si par exemple on attaque en diffamation le lanceur d'alerte dont on pense que c'était mensonger, comment on fait ? Alors, vous savez... Je vérifie que la question de la bonne foi est au cœur de l'action du juge et elle irrigue toute la pensée juridique, normative, et que c'est véritablement dans la carte ADN de la réflexion du juge. La bonne foi, c'est très simple. La bonne foi, c'est un mélange à la fois de désintéressement, le fait qu'il y ait une certaine pureté dans les mobiles, et que plus les mobiles seront des mobiles éventuellement monétaires ou hyper narcissiques, ce que vous dénoncez d'ailleurs à juste titre de temps à autre, parce qu'il y a une très grande complexité dans les motivations de ces lanceurs d'alerte. Il peut y avoir éventuellement des mobiles qui peuvent avoir l'apparence de la bonne foi et qui en fait ne sont inspirés que par des stratégies opportunistes ou cyniques. Donc, désintéressement, une certaine pureté dans l'injonction de la conscience que j'évoquais tout à l'heure, et le fait qu'il y ait une relation étroite entre l'information qui est le support de l'alerte et une menace grave pour l'intérêt général. Parce que, évidemment, qu'on peut se tromper de bonne foi sur le fait qu'un intérêt général peut être menacé, mais si on se trompe de bonne foi, on bénéficiera de la protection. Mais cette protection in fine, et je réponds à votre question, c'est le juge. C'est-à-dire que si vous êtes licencié demain d'une entreprise française parce que vous avez donné l'alerte sur le fait, ou d'une banque par exemple, comme c'est le cas d'un certain nombre de personnes que je défends aujourd'hui depuis quelques années, elles ont été licenciées. Elles ont été licenciées par des banques, 2 banques. Et elles ont été licenciées parce qu'elles ont marqué leur désaccord sur le fait qu'on leur demandait de mettre leurs compétences au service d'une opération qui était une opération de blanchiment. Elles n'ont pas été accueillies par leur hiérarchie avec des bouquets de roses quand elles l'ont révélé en interne. Vous l'imaginez bien, la difficulté de porter l'alerte en interne dans une banque lorsqu'on révèle des opérations d'argent sale. On se jette plutôt dans la gueule du loup. Donc, elles ont révélé ça à des tiers, aux médias, parfois d'ailleurs de façon trop improvisée, pas assez préparée, elles ont été licenciées durement. Donc, in fine, le juge qui va accorder cette protection qui est prévue par la loi du 6 décembre 2013, c'est le juge prud'homal. En l'espèce, c'est un exemple, il peut y en avoir d'autres. Mais nous en sommes aujourd'hui aux prémices. La loi est très récente.
il n'y a encore qu'une jurisprudence tout à fait balbutiante. Et je pourrais évoquer tout à l'heure une jurisprudence qu'avec d'autres avocats, j'ai essayé d'incarner, de provoquer pour essayer de faire juger que les citoyens qui désobéissent, c'est se contenter de faire les faucheurs d'OGM, souvenez-vous, dont certains ont été relaxés, ont bénéficié d'une forme d'exception de citoyenneté. Mais l'occasion m'est donnée ici de vous interroger, monsieur Védrine, sur le point que vous évoquiez tout à l'heure, et qui est un point évidemment essentiel, jusqu'où la protection des lanceurs d'alerte, s'agissant de ceux qui sont au cœur des missions régaliennes de l'État. Je veux dire les services secrets. Par exemple, imaginez qu'à l'aune de la guerre en Irak, vous qui avez eu des mots extrêmement convaincants pour stigmatiser l'incroyable mensonge d'État qui était organisé de façon planétaire par Bush. On parle de 2003-2004. Absolument, et Powell. Sur le fait que cette guerre était nécessaire parce qu'il existait des armes chimiques en Irak, ce qui s'est révélé une extraordinaire falsification. S'il y avait eu à l'époque un employé du Pentagone, obligé de respecter le secret défense, qui prenant tous les risques, y compris d'être incarcéré, et ça peut être un châtiment très dur aux États-Unis, aurait violé le secret défense, aurait mis à nu des fiches du Pentagone qui auraient permis au monde entier d'avoir connaissance et d'être lucide sur l'immense mensonge d'État organisé par Bush et son administration. Qu'auriez-vous dit? Est-ce que vous auriez félicité ce lanceur d'alerte? C'est là où il faudrait le protéger, comme vous dites, mais c'est compliqué. Non, moi je ne peux pas aller jusque-là. Nous ne vivons pas dans une communauté internationale. C'est un terme très sympathique dont on parle tout le temps, mais ça n'existe pas. C'est un objectif très sympathique. Il faudra l'atteindre un jour, mais ce n'est pas vrai, encore. Les Occidentaux n'ont plus, je me le tue à le répéter depuis longtemps, n'ont plus le monopole du pouvoir et de la puissance. Beaucoup diront, très bien, il faut que les choses se corrigent. Mais on n'est pas du tout dans un monde géré, ordonné. Il n'y a pas de gouvernement mondial. L'ONU, le G20, c'est des cadres au sein desquels les rapports de force se modifient constamment. C'est le nom de la salle, en quelque sorte. La compétition est devant nous, une compétition non-stop, avec des dizaines et des dizaines de pays émergents qui veulent prendre leur revanche, un peu comme dans le sport, mais qui veulent parfois se venger du passé colonial, l'humiliation, etc. Ils ont des politiques de puissance à l'esprit. Ils ne sont pas du tout dans le trip des gentils Européens de l'Ouest qui veulent vivre dans un monde post-tragique, post-traumatique, post-identitaire, etc., où les méchants sont punis par la Cour pénale et puis on fait la prévention des conflits. Bon, tout ce à quoi croit la religion d'Europe de l'Ouest, si vous voulez, des 20 ou 30 dernières années, on la trouve quasiment dans aucun pays émergent, on ne la trouve pas du tout aux États-Unis. Donc dans ce monde-là, qui est le monde réel, que j'ai moi connaître depuis des dizaines d'années, j'ai exercé des responsabilités, j'ai négocié, j'ai fait des tas de trucs. Dans ce monde-là, moi je suis instinctivement méfiant, mais j'ai peut-être tort, hein. Je suis peut-être marqué par tout ce que j'ai vécu. Je suis instinctivement méfiant par tout ce qui conduit à démolir pan après pan les éléments d'une puissance régalienne. Mais je ne suis pas insensible à ce que vous dites, naturellement. Et l'affaire d'Irak, c'était évidemment une erreur monstrueuse et un mensonge. Pas de la part de Powell, d'ailleurs. J'en profite pour dire que moi, j'ai bien connu Colin Powell. Je suis absolument convaincu. Il a obéi aux ordres. Enfin, il obéit. Alors, c'est presque pire parce que c'est le moment où il y a toute une espèce de système qui s'auto-intoxique. Alors, il y a des intoxiqueurs, sans doute, au début. Et après, le système finit par croire absolument à ce qu'il raconte sur les pseudo-armes de destruction massive que Saddam Hussein a regardé, alors que ce n'était plus le cas. Et puis, finalement, plus personne n'ose dire le contraire dans le système parce qu'il y a un consensus qui s'est établi. Et non seulement, alors il n'y a pas le lanceur d'alerte tel que vous le définissez vous, mais il n'y a même pas le gars dans une réunion qui dit peut-être qu'on est en train de se tromper, qu'il faut faire autrement. C'est plus possible. Il y a une sorte de consensus. Vous vous rappelez d'ailleurs que dans l'administration George W. Bush, à ne pas confondre avec le père, tous les gens dans le département d'État américain ou au Pentagone qui connaissaient un peu ces régions et qui parlaient arabe ou le farsi ou ceci ou cela étaient écartés. Donc tous les gens qui avaient un élément de connaissance étaient considérés comme suspects a priori. Donc vous avez une espèce de système qui est très dangereux dans les systèmes de décision, qu'ils soient publics ou privés ou ailleurs, mais ça peut être exactement le cas dans un parti politique ou une association. Les gens, finalement, ne gardent entre eux que ce qui est homogène et cohérent, et plus aucun propos dissonant ne peut monter. Bon. Alors, qu'est-ce qui serait passé dans ce cas-là? J'en sais rien. Et puis moi, j'étais ministre français. Bon.
Je ne sais pas répondre à votre question. Ce que je sais, c'est que le système américain, qui est en plus très manichéen, toujours, les bons, les méchants, ceux qui sont avec nous ou contre nous, il n'est pas du tout propice à ce qu'un propos un peu différent s'exprime. Mais ce n'est pas le cas qu'aux États-Unis. Hein. C'est le cas, regardez, même en France aujourd'hui, ou en Europe, c'est très compliqué de dire il faut peut-être s'y prendre autrement avec la Russie. Le simple fait de dire peut-être que tous les torts ne sont pas du côté de Poutine. Il y a toutes sortes de torts, on peut lui reprocher mille choses, mais peut-être que la politique envers la Russie, depuis 20 ans, a été provocatrice et maladroite. Même ça, c'est pas évident hein, dans les médias, enfin, sur beaucoup de sujets. Donc je ne sais pas répondre à votre question. On peut le dire, notamment dans les pages débat, on a publié certains qui précisaient notamment que si les troupes de l'OTAN n'avaient pas été tout de suite aussi près de la Russie, voilà, on aurait peut-être évité certains débordements de la diplomatie poutinienne. Ce que je voulais dire, c'est que indépendamment des cas extrêmes, c'est-à-dire que le lanceur d'alerte finit par alerter parce qu'il n'y a pas d'autre moyen normal en fait, de s'exprimer. Il y a des consensus lourds. Par exemple, je vous donne un exemple plus provoquant encore. Sur la question de l'arme nucléaire iranienne. Naturellement, je n'ai que de l'antipathie pour ce régime, et la prolifération n'est pas souhaitable, naturellement. Mais les rares experts dans le monde qui ont dit mais si l'Iran a l'arme nucléaire, il ne se passera évidemment rigoureusement rien, ils ne vont jamais l'envoyer sur quelqu'un. C'est une arme de dissuasion que souhaitent même les Iraniens de Californie, de la diaspora. Et donc la dissuasion fonctionnera. Et si les Iraniens le veulent, c'est parce que les Israéliens ont l'arme, les Pakistanais l'ont, l'Inde l'a, la Russie qui n'est pas loin, la Chine qui n'est pas loin, plus les forces américaines qui sont équipées d'armes nucléaires. Donc ce n'est pas complètement extravagant. Et ça a d'ailleurs été lancé par le Shah d'Iran à l'origine, avec l'encouragement de l'Occident, avant que ce soit arrêté par Khomeini, parce qu'il disait que c'était contraire au Coran, qu'évidemment on n'en parle pas, mais bon, c'était son interprétation. Et puis après, ils ont relancé parce qu'ils ont été attaqués à l'arme chimique par les Irakiens. Bon. Mais c'est presque impossible à dire, ça. Je le dis là parce que c'est un rassemblement blois d'historiens, bon, tout ça. Mais c'est pour vous donner c'est une espèce de pensée absolument dominante. Et la diplomatie française est en pointe contre l'Iran depuis Sarkozy, mais même quand Alain Juppé, que je respecte énormément, est revenu, à la fin il était sur cette ligne, et ça a été continué par François Hollande et Laurent Fabius et d'autres. Donc il y a des cas où même sans avoir besoin du lanceur d'alerte, au sens presque romantique et courageux, gens qui prennent des risques, il y a une espèce de consensus qui fait que le débat ouvert avant la décision, il faut une décision quand même, n'est pas possible. Alors, du coup, donc j'élargis la réflexion. Mais ce n'est pas contre ce que dit William Bourdon, c'est plutôt un élargissement des conditions d'asphyxie en amont du débat. On peut protéger des lanceurs d'alerte, mais par contre, pas briser les secrets d'État ou la raison d'État. Moi, je pense d'une certaine façon. Oui, je vais peut-être choquer, mais je pense qu'il peut rester, dans certains cas, pendant un certain temps. C'est jamais perpétuel. C'est comme l'histoire du secret, sur lequel vous m'interrogiez. Oui, je crois qu'il y a un certain nombre d'activités humaines, pas que publiques. C'est vrai dans le privé aussi, c'est vrai dans la banque, dans les partis, dans ceci, cela, où il y a un temps de préparation, d'incubation, et il y a un temps nécessaire au secret, en fait. Même dans un hôpital, tous les jours, on apprend des décisions épouvantables sur qu'est-ce qu'on fait par rapport aux gens dans des maladies terribles. Bon, donc il y a des moments de discussion entre le chirurgien et puis son équipe. Franchement, ça vaut bien des discussions politiques en termes de conséquences. Et à un moment donné, je veux dire, si c'est rendu public et que les familles sont là, c'est presque impossible à traiter. Ça ne veut pas dire qu'il faut garder le secret. Donc je distingue le moment de préparation et le moment où, démocratiquement, par rapport à une société qui est exigeante, on va rendre compte, expliquer. On a pris telle décision. Vous êtes pour, vous n'êtes pas pour. Bon, vous votez pour moi, vous votez pas pour moi. Etc. Mais moi, je défends, je lutte contre l'idée de la transparence totale, permanente. Je suis très ancien, puisque j'avais déjà donné une interview à Télérama en 1995 pour décrire la situation totalement impossible des gouvernements dans les sociétés démocratiques post-modernes. Ils n'ont même plus le temps de réfléchir 3 minutes à ce que peut-être ils vont faire, parce que ça fuit tout de suite. Il y a quelqu'un qui se fait mousser en disant « grâce à moi, on va faire ça » ou « je vais empêcher ça, ceci, cela ». Donc évidemment, les réactions, les lobbies, les trucs, tout s'arrête. Bon. Donc il y a un degré de... Je ne crois pas en tout public, instantanément, systématiquement. Mais encore une fois, ce n'est que pour un temps. Vous voyez, il y a un moment de...
William Bourdon, sur les secrets d'État, mais ça peut aussi concerner le secret des affaires, le secret des sources des journalistes aussi. Vous pensez que les lanceurs d'alerte peuvent briser, à partir du moment où ce sont effectivement des lanceurs d'alerte reconnus, on va dire, comme tels, ou identifiés comme tels, ils peuvent briser, selon vous, tous les secrets? Alors, c'est sans doute une des questions les plus exigeantes et les plus compliquées. Mais quand même, Monsieur Védrine, il y a quelqu'un que vous connaissez bien, qui est très contente du fait que Snowden se soit précipité pour briser les secrets, qui s'est réjoui de l'action de Snowden. C'est Angela Merkel. Qu'est-ce qu'elle a dit, Angela Merkel? Vous la connaissez bien. Elle, je pense que si elle était dans cette salle, on lui demandait est-ce qu'il aurait fallu laisser plus de temps à Snowden. Je pense qu'elle s'est réjouie du fait qu'il a pris tous les risques et qu'il a rabattu toutes ses cartes, parce que ça lui a permis de savoir que son BlackBerry est écouté 24 heures sur 24 par la NSA et tout son gouvernement. En Allemagne, il ne vous a pas échappé que les révélations de Snowden ont créé une indignation considérable, et que dans tous les partis, dans tous les secteurs de la société allemande, sans doute liés, évidemment, au spectre de la Stasi encore présent dans les mémoires collectives, il y a eu un formidable soutien à l'égard de Snowden. Moins en France, malheureusement. Alors, je réponds à votre question. C'est sans doute la question la plus difficile. C'est la question la plus difficile parce que c'est la question où la loi, éventuellement le juge, doivent trancher un dilemme. C'est là où se joue l'arbitrage dans les dilemmes les plus compliqués, que se joue la qualité démocratique de ceux qui sont en responsabilité. Pas simplement les responsables publics, mais aussi les citoyens qui portent aussi de plus en plus une co-responsabilité, dont je vois que vous voyez vous-même qui ne sont pas forcément des doux naïfs, des fumeux ou des approximatifs, et qui peuvent aussi participer d'une façon nuancée, efficace et convaincante au débat public. Alors pourquoi c'est un dilemme difficile? Parce que oui, il y a sans doute une part incompressible de secrets d'État qu'on ne peut pas vendanger à hu et à dia comme ça. Je suis d'accord avec vous. Mais face à des graves atteintes à l'intérêt général, il faut demain qu'il y ait une autorité qui accueille et qui puisse accueillir. Je prends un exemple. Si demain la lutte contre le terrorisme en France et les menaces que nous connaissons, que nous voyons tous les jours, amène des officiers de la DGSI à commettre l'irréparable. Je veux dire l'irréparable, éventuellement des tortures dans les sous-sols de la DGSU, parce qu'il y aura une menace d'attentat dans le métro français. Ça peut arriver. Ces hommes, s'ils révèlent ces mauvais traitements, ces tortures, le cas échéant, qui seraient commises contre un suspect, s'ils le révèlent, ils pourraient être poursuivis pour violation du secret défense. Il faut donc qu'il y ait une autorité face à une situation aussi exceptionnelle que celle-là, qui tranche, et qui, le cas échéant, accorde l'immunité à l'agent d'État, c'est-à-dire lui garantisse d'être exempté de tout risque de persécution judiciaire, en miroir avec la gravité de la menace à l'intérêt général qu'il leur a porté, et en miroir avec la gravité des comportements individuels qu'il leur a révélés. C'est ce dont aurait eu besoin, c'est une fiction, un agent du Pentagone, s'il avait pu hier révéler le scandale d'État planétaire orchestré par Bush dans l'histoire irakienne. Donc c'est un dilemme. Et quand on est face à un dilemme, il faut faire preuve d'imagination. Donc il faut, et c'est ce que j'appelle de mes voeux dans ce livre, créer cette autorité administrative indépendante qui accueillerait les grands lanceurs d'alerte les plus menacés. Mais vous observerez, il ne vous a pas échappé, que c'est là où les secrets doivent être les plus protégés, qu'ils sont aussi parfois les plus instrumentalisés. Et que c'est là, du coup, où les dilemmes sont les plus aigus et les plus cruciaux. Et je vais vous donner un autre exemple. Dans l'affaire des frégates de Taïwan, qui a coûté plus de 500 millions d'euros à la France. L'affaire des frégates de Taïwan, vous vous en souvenez, c'est il y a 10 ans, qui est en lien avec ce qu'on a appelé le scandale Clearstream. La France a surfacturé à Taïwan des frégates. Dans cette surfacturation, il y avait plus de 500 millions d'euros de commissions et de rétrocommissions, alors que le contrat avait interdit formellement le fait qu'il y ait un paiement de commission. La France n'a pas pris ses responsabilités. Le juge d'instruction a demandé la levée du secret défense, qu'on le lui a refusé. Et là, le secret défense a été instrumentalisé
pour masquer et dissimuler à l'opinion publique française la réalité d'un gigantesque système de mise en place de commissions et de rétrocommissions. Et s'il avait été révélé, et si on avait accepté de lever le secret défense, la France aurait été dans le droit et le devoir et la capacité juridique, je le sais, parce que j'ai suivi le dossier, peut-être de récupérer les centaines de millions d'euros qu'aujourd'hui personne ne réclame dans des comptes en Suisse qui ont été apportés par un agent taïwanais qui s'appelle M. Wang. Donc, vous voyez bien qu'il y a des situations extrêmes où les secrets qui doivent être les plus protégés doivent être quand même levés face à des menaces graves pour l'état de droit, les libertés publiques ou la démocratie. Hubert Védrine. Oui, vous avez raison de dire qu'il faut, dans des cas effrayants, il faut faire preuve d'imagination. Donc je reprends le raisonnement. Vous avez pris l'exemple pire, c'est qu'il y a un réseau, on sait qu'ils vont faire un attentat dans le métro, ou je ne sais pas où, à la gare d'Austerlitz, puisque c'est celle qu'on prend pour aller à Blois. Bon. Donc il y a un attentat, on sait que les types sont là, et on sait que l'un d'entre eux sait à quelle heure ça aura lieu. C'est vrai qu'il peut y avoir une tentation de torturer, au moins au début, le bousculer, etc. Bon, voire torturer. Ça peut se passer comme ça, en fait. Ça peut se passer comme ça. Alors, donc vous dites une autorité. Une autorité, vous l'avez écrit, je crois. Oui, composée de grande confiance, dans un système de dialogue confidentialisé et sécurisé, bien entendu. Alors, puisqu'il faut être imaginatif, est-ce qu'on ne peut pas imaginer dans votre système que c'est un système non pas qui conduit à ce que votre lanceur d'alerte, dans ce cas particulier, rende public tout de suite? Absolument, il y aurait une espèce de sas. Voilà, c'est ça. Absolument. Parce que compte tenu de la nature des informations, il faut évidemment que ça se passe de façon confidentielle. Sans savoir ça, il faut qu'il puisse saisir, mais dans un système confidentiel quand même, monter en haut de la hiérarchie d'État en passant par-dessus la tête de sa hiérarchie, et qu'il y ait un peu l'équivalent de la commission spéciale à l'Assemblée nationale qui supervise au moins le budget des services secrets, c'est-à-dire qu'ils sont astreints eux-mêmes. Il y a une sorte d'engagement de confidentialité par rapport à ça. Donc il faut absolument un sas. Vous voyez, donc on ne peut pas conduire au déballage immédiat. Vous êtes d'accord là-dessus? C'est exactement ce que j'ai écrit, et c'est ce que je dis, bien sûr. Je ne savais pas, pardon, j'avais entendu le début, mais bon. Mais dans ce cas précis, une mesure de ce type vous conviendrait? S'il y avait un dispositif de ce type. En réfléchissant à chaud, en écoutant ça, j'arrive à dire ce que William Bourdon dit qu'il a déjà écrit. Donc, oui. Vous vous rapprochiez à ce point aussi vite de moi, vous savez, me fait très plaisir. Je pense qu'on va rapprocher les deux dossiers, les mettre ensemble et faire un livre, au moins un entretien dans Le Monde. Oui, mais justement pour sortir de cette convergence gênante. Vous voyez. C'est surtout pour lui que c'est gênant, en fait. Détrompez-vous, celui qui se réjouit le plus, c'est moi. Mais tout à l'heure, vous avez fait allusion au fait que j'avais eu des positions très dures sur la société civile et les ONG, que j'ai beaucoup évolué. Alors j'en profite pour rappeler une chose, et je ne serai pas long. Quand j'étais ministre, en effet, j'en ai eu marre, pour dire les choses simplement, de lire sans arrêt dans les journaux, un gouvernement a dit que blablabla, mais les ONG sont contre. Bon, les ONG, sans arrêt. Or, moi j'avais des rapports excellents avec les ONG de terrain. D'ailleurs, chaque fois que j'étais en voyage, un ministre des Affaires étrangères fait en moyenne 100 voyages par an, beaucoup. Donc chaque fois que j'étais dans un pays, quasiment tout le temps, sauf dans des sommets multilatéraux, je voyais les ONG de terrain. Je parlais avec elles, je les écoutais, elles avaient énormément de choses à dire, c'était très intéressant, etc. En revanche, les ONG, disons, la tête politique de certaines ONG à Paris, encore il ne faut pas tout mélanger, parce que les ONG environnement, c'est un autre sujet, les ONG droits de l'homme, c'est un sujet, les ONG transparency, c'est encore autre chose, il y a tout un monde, en fait, dans les ONG. Et donc, j'ai dit un jour dans une interview, je ne sais plus où, on aimerait bien que les ONG s'appliquent à elles-mêmes le même souci de transparence, de sérieux, de responsabilité que ce qu'elles exigent des gouvernements. J'ai dit ça. Vous voyez, c'est pas atroce de dire ça. Mais à l'époque, j'étais attaqué par Le Monde, par Claire Tréant, très très bonne journaliste, d'ailleurs très, très, très fine, très aiguisée, mais elle m'a attaqué là-dessus. Donc c'était une déclaration monstrueuse contre la société civile, mais c'était un amalgame de m'attaquer là-dessus, parce que c'était assez précis. Les ONG ont demandé à être reçues. Donc j'en ai vu, à Paris, à New York, à Genève, etc. Et ils arrivaient en disant « c'est abominable ce que vous avez dit ». Alors j'ai répété « mais pourquoi c'est abominable ?» Bien parce que c'est entièrement faux. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai, il faudrait qu'on soit plus cohérent, plus logique, plus transparent. Parfois, bon, tout ça, notre budget n'est pas clair. Bon, mais c'est pas à vous de le dire. C'est ce qu'on me disait. Et alors après, il y avait un débat. Bon,
Je raconte ça en rigolant parce que ça a tourné plutôt bien pour moi. Et il y avait un débat à chaque fois où, en fait, il apparaissait des ONG qui étaient tout à fait ouvertes à cette interpellation. D'ailleurs, elles disaient qu'il faut qu'on ait une labellisation entre nous pour labelliser certaines des ONG qui sont vraiment crédibles par rapport à d'autres qui abusent du terme, qui ne le sont pas, tout ça. Puis quelques années après, il y a eu un autre choc dans le monde sympathique des ONG européennes, qui est la conférence de Durban contre le racisme des Nations Unies. Si un sujet où le monde entier est d'accord, c'est de condamner le racisme. Et là, elles se sont pris un râteau dans le nez, elles aussi, parce qu'elles se sont rendues compte que toutes les ONG arabo-islamiques, ne pensaient même pas que ça puisse exister avant, toutes les ONG arabo-islamiques ont eu une interprétation complètement différente de l'application du concept de la condamnation du racisme à la question du Proche-Orient. Donc Israël-Palestine, ça ressurgit à tel point que la conférence de Durban numéro 1, si on a une autre 10 ans après, n'avait pas pu conclure. Il n'y a pas de texte de conclusion. Donc dans ce monde-là des ONG, il y a eu une décontation, une évolution de responsabilité. Je suis d'ailleurs, ce que je dis est très proche de ce que dit Ronnie Broman depuis toujours sur les ONG. Et donc, c'est pour dire simplement, pour rappeler que les moments un peu de controverse étaient liés à ce contexte-là, en particulier. Voilà. Vous diriez la même chose concernant le secret des sources des journalistes? Alors, le secret des sources, au fond, la notion de secret des sources contribue à faire du journaliste une forme de lanceur d'alerte institutionnel. C'est-à-dire le quatrième pouvoir, c'est évidemment celui dont on attend qu'il révèle des informations qui sont susceptibles d'obliger un certain nombre de responsables et de puissants à rendre des comptes de leur vilainie et de leur turpitude. Mais l'occasion m'est donnée, puisque vous évoquez le secret des sources, de dire d'abord qu'on attend de ce gouvernement qu'il renforce le secret des sources, qui n'est pas suffisamment protégé dans ce pays. Secret des sources, d'ailleurs, dans lequel vient se blottir parfois le lanceur d'alerte ou le désobéissant, puisque impuissant à obtenir un soutien au sein de sa hiérarchie, mais ça peut être une hiérarchie publique. Je connais un fonctionnaire qui, dans une grande agence française, a eu connaissance de faits de corruption extrêmement graves et qui sait qu'il ne peut pas attendre le moindre secours de sa hiérarchie et qui va essayer de se blottir précisément sous l'aile, si je puis dire, du secret des sources du journaliste. Avec la difficulté que le journaliste ne peut créditer ce qu'il écrit que s'il justifie d'une enquête sérieuse. Et une enquête sérieuse est incompatible, vous le savez, et tant mieux, avec l'anonymat, au bout d'un moment, des sources sur lesquelles on s'appuie. Donc il peut y avoir une contradiction entre cette protection qu'apporte le secret des sources aux lanceurs d'alerte et l'anonymat dont parfois il peut avoir besoin. Alors, j'en profite ici pour dire que les journalistes, et permettez-moi de le dire avec amitié, Monsieur Vétrine, les journalistes dans ce pays, puisque je vous ai lu, comme vous m'avez lu d'ailleurs, et vous avez évoqué le fait que les journalistes qui avaient publié les câbles diffusés par Wikileaks pouvaient être poursuivis, ou en tous les cas, pouvaient être considérés comme responsables d'une complicité de recel. Vous vous souvenez, vous l'avez écrit. Et il faut que vous sachiez, mais comme vous avez le souci comme moi d'évoluer pour sortir du dialogue de sourds, vous savez que la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de cassation, aujourd'hui, accordent une immunité complète aux journalistes qui, quand ils sont poursuivis pour diffamation, parce qu'ils révèlent au terme d'une enquête sérieuse des faits extrêmement graves qui sont susceptibles de porter atteinte à la réputation personnelle d'un certain nombre de décideurs publics ou privés, ces journalistes aujourd'hui sont immunisés quand ils versent au débat des containers de procès-verbaux d'instruction, alors que ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc on voit bien que les secrets reculent. Pas n'importe comment, pas dans l'anarchie, mais ils reculent. Pourquoi? Parce que l'exigence d'intérêt général, et j'y reviens inlassablement, est une exigence qui est aujourd'hui considérée comme au cœur de l'action citoyenne. Et elle est considérée comme au cœur de l'action citoyenne parce que les responsables publics, malheureusement, ont creusé un fossé entre les citoyens et ce qu'ils sont supposés incarner. Et que derrière tout ça, il y a aussi, en France, une culture de l'entre-soi qui est l'antichambre des conflits d'intérêts, qui est l'antichambre des renvois d'ascenseurs. Et cette culture de l'entre-soi, vous le savez, est le principal obstacle au fait que ceux qui incarnent le bien public et l'intérêt général le fassent de façon efficace et sincère. Et il est souhaitable effectivement que la loi permette à des lanceurs d'alerte, voire à des désobéissants,
de briser cette culture de l'entre-soi dont vous admettrez avec moi que c'est une des malédictions de notre société. Alors Hubert Védrine, vous écrivez vous répondez à la revue Medium dirigée par Régis Debray, un numéro très intéressant d'ailleurs qui s'appelle Secret à l'ère numérique, c'est le numéro 37-38. Vous dites dans un monde la date, c'est 2013, je crois. 2013, oui. Vous dites, dans un monde très compétitif économiquement, technologiquement, militairement, il y a encore des choses qui ne devraient pas être publiées, pas avant longtemps en tout cas, et tant pis pour le veau d'or moderne. Alors, Julian Assange est-il donc complice de recel pour vous? Alors, d'abord, quand j'employais ce terme, c'est au cœur de la polémique avec Le Monde, notamment. Sylvie Kaufmann, que j'aime beaucoup, hein, c'est une amie par ailleurs. Bon. Oui, Sylvie Kaufmann, donc, qui dirigeait qui est journaliste au Monde, directrice éditoriale, et qui dirigeait la rédaction du journal au moment de ce qu'on a appelé l'affaire Wikileaks. Donc vous avez conscience que les journalistes peuvent plus être poursuivis aujourd'hui? Oui, non, je ne savais pas ça. Donc voilà. J'ai noté ce que vous dites, mais je ne vais pas enlever le mot complicité de recel, même si c'est une formule juridique, de façon purement juridique, c'était politique comme expression. Et je répliquais à 2-3 papiers de Sylvie Kaufmann qui étaient vraiment beaucoup plus transparent, systématique et général que ce qu'on dit maintenant, parce que tout le monde a évolué. Donc c'est dans le feu de dans le feu de l'action, en quelque sorte. Donc j'ajoute à ça que je connaissais beaucoup de journalistes qui me disaient, dans notre journal, on a décidé de ne pas le faire. Pas le faire. Parce qu'on met en danger trop de gens, en fait. Pas des intérêts au sens affreux, comme on dit dans Le Monde manichéen, mais des vrais intérêts vitaux, quand même. Mais il y a eu un sas. Il y a des journaux qui ont. Oui, c'est-à-dire que ça a été trié, ça a été. C'est ça. Il y a eu quand même. Certains journaux ont accepté. Tous les noms des informateurs ont été tous biffés à l'époque, en tous les cas, sur cette première salve. C'est bien. Oui, c'est ce qui a été répondu. Mais je sais que certains journaux ont dit moi, je ne me prête pas à ça. Peut-être qu'il a ses raisons, peut-être qu'au bout du compte, ça entraînera des améliorations, peut-être, dans le système. Peut-être que tout ça, c'est autocorrectif, finalement. Mais il y a des journaux qui n'ont pas accepté, par éthique. Et dans certains journaux qui ont publié, même après avoir enlevé les noms des informateurs, dont ça mettait la vie en danger, en fait, certains ont réprouvé ça. Donc j'ai assez d'amis variés dans beaucoup de médias de droite et de gauche pour savoir que ce débat existait. Ce n'est pas un débat honteux, hein, c'est un débat légitime par rapport à ça. Alors certains ont pris la responsabilité de publier. Avec quelques années de recul, qu'est-ce que ça a amélioré? Je ne sais pas. C'est pas évident. Donc ça a révélé plein de choses, ça a obligé notamment les États-Unis à changer beaucoup d'ambassadeurs, en fait, en pratique. Voilà. Donc l'occasion a peut-être fait le larron. L'efficacité et l'efficience, effectivement, des lanceurs d'alerte. Alors, effectivement, même avec l'affaire Snowden, on s'est rendu compte que ça posait problème. Parce qu'effectivement, on a vu en Allemagne, notamment l'Allemagne énormément protester, et au fond, la France, à la fois sur le terrain, il en a parlé, les politiques français ont été assez, mollement, assez discrets. Et même finalement la société, on va dire là pour le coup la société civile, on pouvait le traduire comme ça pour faire vite. Au fond, on s'est dit bon. Après tout, si c'est pour la lutte antiterroriste, moi, s'ils regardent sur ma page Facebook, j'ai rien à me reprocher, c'est pas tant un problème que ça. En tout cas, on n'a pas vu un mouvement, énorme dans la société civile se révolter contre le programme PRISM, à quelques exceptions près. Moi, j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Ça, c'est très intéressant parce que c'est la question d'une sorte de consentement progressif à cause du fait qu'on est dans une société connectée, transparente, Internet et compagnie. On finit par trouver que c'est pas grave, on vit avec. Sans parler des adolescents qui racontent toute leur vie sur Facebook. Bon, il y a une attitude particulière. Donc, c'est vrai que les verrous, la vigilance, dans le bon sens du terme, pas pour protéger des secrets honteux, mais simplement la vie privée, sont en train de s'émousser par rapport à la pression. Ça, c'est un formidable sujet de société. Vous avez parlé de l'Allemagne tout à l'heure. Madame Merkel est évidemment furax, mais elle aurait été encore plus furax si un Allemand avait révélé les délibérations internes du gouvernement allemand expliquant les raisons purement démagogiques et électorales de son tournant sur le nucléaire. C'est une physicienne sérieuse, elle a toujours été pour, elle a toujours pensé que c'était la moins mauvaise façon avec moins de CO2. On n'aurait pas du tout été dans la même intensité planétaire, massive et universelle de révélation, pas du tout. En Allemagne, beaucoup, mais pas planétaire, vous avez raison. Ça n'aurait pas eu d'impact planétaire. Mais c'est pour parler sur Mme Merkel, parce qu'on ne peut pas l'utiliser uniquement en une sorte de soutien, d'une sorte de généralisation de la transparence par rapport à ça.
Bon, mais je voudrais rebondir sur les dernières remarques. Moi, je pense que l'apparition, sous la forme nouvelle, hein, on a vu que c'était quand même un peu différent des comparaisons historiques, sous la forme nouvelle, de lanceurs d'alerte, qu'il faut protéger quoi qu'on pense de leur motivation, jusqu'à un certain point. Mais vous avez répondu sur la détermination de la bonne foi, avec des systèmes d'appel internes, des autorités, avec des limites. Je crois qu'on a fait progresser le débat par rapport à ça. Pour moi, c'est un des aspects de la crise radicale de la démocratie représentative qui n'est plus considérée comme représentative. Et ça, je le dis en termes très simples, mais c'est gravissime. Parce qu'au fond, quand la démocratie apparaît, comme on n'est pas des petits cantons suisses, on ne peut pas se rassembler sur la place du village et décider de tout. Bon. Donc quand la démocratie apparaît, et puis la République, bon, on va élire un type, ou une fille, après quand il y a le droit de vote, on va l'envoyer à Paris, elle va participer à l'élaboration de la loi, elle nous représente un peu quand même, bon, lui, et puis ils vont voter pour le gouvernement ou contre s'il n'est pas bien, tout ça. Donc on a confiance, enfin, il faut qu'on ait confiance dans notre représentant. Aux États-Unis, c'est la Chambre des représentants d'ailleurs. Démocratie représentative. Pour 1000 raisons que tout le monde connaît, les gens n'ont plus confiance. La crédibilité s'est effondrée. Alors ça vient d'où? Ça l'a fait la poule, compliqué à déterminer. Aujourd'hui, on fait des sondages. Qu'est-ce qui respecte les hommes politiques? 6% des gens. Oui, c'est même pas 13%, c'est 6%. Bon. Donc 6% des gens ne respectent plus la classe politique. Et il y a une aspiration énorme qu'on voit partout, y compris dans ces débats, hein, très intéressants, à la démocratie participative. Je veux participer à la décision parce que je n'ai pas confiance dans celui que j'ai choisi il y a 15 jours ou il y a 3 mois pour me représenter. Je n'ai pas confiance. Et même je veux la démocratie directe. Et d'ailleurs, j'ai un portable, je peux dire oui ou non, et je veux pouvoir participer, co-décider. Et on voit se développer un phénomène, et je pense que le halo positif du lanceur d'alerte fait partie de ce phénomène, ça le démontre, qui est que même si on a débattu pendant des années, comme prenons les Allemands, la gare de Francfort par exemple, il y a un projet, bon, on débat pendant des années, on consulte la terre entière, les trucs, il y a des recours dans tous les sens, et on reconsulte, et puis on change, et puis etc., etc. Au bout du compte, il y a quand même quelqu'un qui dit on le fait ou on ne le fait pas, il y a une décision, au bout du compte, même dans les démocraties les plus participatives, même si ça dure très 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 longtemps. Et le jour où on décide quelque chose, tous ceux qui ne sont pas d'accord disent que ce n'est pas démocratique. C'est ultra démocratique, sous toutes les formes, ultra démocratique, jusqu'à atteindre une sorte de paralysie collective. Bon, il n'empêche que beaucoup de gens, sincèrement, ce n'est pas démocratique. Parce que moi, je ne suis pas d'accord. Et on ne peut pas redemander mon avis. Donc il y a une sorte dans l'air comme ça, une sorte d'aspiration d'abord au fait de ne respecter aucune hiérarchie quelle qu'elle soit, et d'autre part, qu'on me redemande mon avis tout le temps, tous les matins. Mais c'est à double tranchant, ça, parce que c'est à la fois compréhensible, philosophiquement excitant, c'est intéressant. Ça peut paraître un progrès formidable par rapport à tous les blocages et tout ce qu'on veut, mais ça peut conduire à une situation dans laquelle on va tous décider ensemble, technologiquement on peut. Hein. Alors, il y a un crime atroce aujourd'hui aux rencontres de Blois, donc demain on va rétablir la peine de mort parce que trop c'est trop. Et dans 8 jours, non, quand même pas, ça va trop loin. Allez, on ne l'abolit pas. Bon, on ne la rétablit pas. Vous pouvez avoir toute une série de... Or, technologiquement, c'est possible d'aller bien au-delà des consultations, etc. Et dans cette phase-là, le lanceur d'alerte est d'autant plus légitime qu'il se développe dans un paysage où les gens ont vraiment plus confiance dans le système représentatif. Et je ne suis pas sûr que c'est en inventant la 6e ou la 7e République ou Dieu sait quoi qu'on répond à ça, en fait. Donc c'est très compliqué, mais la crise est beaucoup plus large et beaucoup plus profonde que ça. Il y a un autre point, mais peut-être qu'on aura le temps de le développer après, ce qui est que les lanceurs d'alerte ne sont pas forcément progressistes. Alors ça, on va en parler. Mais juste sur cette question, la crise de la représentation, parce que William Bourdon, en conclusion de votre ouvrage, donc Petit manuel de désobéissance citoyenne, juste après avoir expliqué que seule une haute autorité administrative indépendante pourra donner la sécurité juridique nécessaire à ces lanceurs d'alerte, vous expliquez, comme Hubert Védrine vient de le dire, que tous les sondages le montrent, vous dites, les citoyens européens, et d'ailleurs sont préoccupés par le futur. Nombreux sont ceux qui considèrent que l'intérêt général et les biens publics sont galvaudés ou meurtris par ceux qui devraient en être les principaux protecteurs et promoteurs. Est-ce que les lanceurs d'alerte, comme le dit ou le suggère Hubert Védrine, sont-ils aussi le symptôme d'une crise de la représentation politique? Bien sûr que oui.
est bien sûr que l'explosion parfois irrationnelle des lanceurs d'alerte est le résultat direct de ce que Marcel Gauchet d'ailleurs a dit dans bien des prises de parole, puisque je crois qu'il a pris la parole ici, c'est-à-dire cette crise de la représentativité, cette délégitimation des élites publiques, qui est un phénomène d'ailleurs européen, et même s'il prend une dimension parfois plus dramatique et plus caricaturale en France. Mais derrière cette crise, il y a une autre conséquence, c'est que ça donne de nouvelles responsabilités à la société civile. Et de nouvelles responsabilités à la société civile, et si je peux me permettre de le dire, en écho, M. Védrine, avec le fait que le chemin que vous avez parcouru montre qu'on peut avoir une expérience politique et aussi avoir progressivement une autre écoute sur le mouvement citoyen. Et entendre que le mouvement citoyen, il est aussi porteur d'une expérience, d'une crédibilité qui vaut bien celle de l'expérience politique. Et de ce point de vue, si ce débat nous aura permis, de façon un peu métaphorique et dans un écho réciproque, eh bien, de le suggérer, on aura fait un pas important. Parce qu'en écho, précisément, je pense que la société civile souffre aussi d'avoir dans son sein des radicalismes et des fanatismes qui font que parfois ces fanatismes sont instrumentalisés par les adversaires, par ceux qui sont en responsabilité, pour disqualifier tout le mouvement. Et c'est parce que vous avez fait de mauvaise foi, bien entendu. Mais il y a quelques années, je me souviens très bien de cette polémique sur le défaut de bonne gouvernance des ONG que vous aviez lancé. Vous n'aviez pas tort. Je n'étais pas le seul à le dire. Mais, oui, mais vous l'aviez fait d'une façon qui s'inscrivait dans une logique à laquelle vous avez... Je vais arrêter de me réjouir de tout ce que vous dites, sinon ça va être suspect. Mais qui s'inscrivait dans une forme de défiance que vous aviez vis-à-vis des ONG de la société civile, qu'aujourd'hui vous avez perdu. Et vous l'avez perdu pourquoi ? Parce que des gens qui ont exercé de hautes responsabilités comme vous, qui continuent à en exercer, et qui continuent à en exercer notamment dans le domaine privé, puisque je crois que vous êtes l'administrateur indépendant d'un grand groupe de luxe français, et le temps nous a manqué aussi pour évoquer les lanceurs d'alerte dans le secteur privé. C'est aussi une question importante. Dans le secteur privé, où il existe parfois des obscurités, des zones d'ombre, et des comportements extrêmement frauduleux, alors même que les acteurs privés, de façon planétaire, nous serinent, qui deviennent eux aussi formidables escroqueries ou nouvelles doxa du marché, chacun choisira, où ils nous expliquent qu'eux aussi sont devenus co-responsables de la planète. Quand on lit un certain nombre de sites internet des plus grands acteurs du CAC 40, on a l'impression qu'ils sont écrits par Stéphane Hessel ou Nicolas Hulot. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Mais que derrière, la réalité dans les filiales et les sous-filiales n'est pas toujours celle qu'on décrit. Et que là aussi, il faut qu'il y ait des lanceurs d'alerte, qui soient protégés, qui soient actifs, et qui soient aussi protégés de la même façon qu'ils doivent l'être dans le secteur public. Alors oui, je ne sais pas si c'est une phrase de préconclusion, oui, la société civile doit se responsabiliser, doit professionnaliser son action, doit être de plus en plus exemplaire dans les modalités de sa protestation, pour gagner en crédibilité, et pour éviter que tous leurs contempteurs naturels voient dans leurs excès ou dans leurs outrances les moyens de ruiner le crédit auquel aspirent les citoyens qu'ils ont aujourd'hui. Hubert Védrine, parlons de la droite et de la gauche, et avant qu'on garde quand même une ou deux questions, mais le débat est tellement vivant et passionnant que, pardonnez-nous pour le temps réduit pour les questions, vous dites... Et ça, c'est intéressant, qu'il y a, c'est un petit peu comme avec les rebelles, on a l'image aujourd'hui du rebelle de gauche, progressiste, etc. Or, comme nous l'a notamment montré Marcel Gauchet hier soir, et d'autres historiens, Sophie Vanish, dans un article du Monde, paru la semaine dernière, qu'au fond, le rebelle, pendant longtemps, il a plutôt été de droite. Et là, vous dites, au fond, c'est un petit peu pareil, on a une image un petit peu romantique, révolutionnaire du lanceur d'alerte, droit de l'homiste du lanceur d'alerte, alors que vous dites qu'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte, disons, réactifs, voire réactionnaires aujourd'hui ? Enfin, pas automatiquement progressiste au sens où on l'entend, mais comme le débat est en effet très riche, permettez-moi de dire une phrase en réponse. Mais je viens tout de suite à votre question. Oui, le rôle des lanceurs d'alerte, très bien. Mais moi qui ai toujours été animé par l'éthique de responsabilité, selon la distinction de Weber, par rapport à l'éthique de conviction, j'attends derrière ça, une fois qu'ils ont alerté sur plein de choses, j'attends des constructeurs, des reconstructeurs, j'attends le Montesquieu de demain,
qui arrivera à combiner la démocratie représentative, directe et participative, de façon à ne pas détruire complètement la démocratie représentative. Parce qu'il faut bien que quelqu'un décide légitimement, au bout du compte, quelque chose. Donc j'attends ça. J'attends des inventeurs. C'est l'histoire écologique. J'attends pas que des dénonciateurs. Je suis absolument pour l'écologisation, moi, ça va nous prendre 20 ou 30 ans, mais on y arrivera. J'attends des inventeurs, les types qui arriveront à trouver arriveront à stocker l'électricité de façon à ce qu'avec une seule batterie, on puisse faire 1000 km. C'est aussi la responsabilité des politiques, pas simplement de la société civile. Oui, non, mais c'est plutôt scientifique, ça. C'est des inventeurs, des ingénieurs, des ceci, des cela. Bon. Quant à la société civile, oui, bien sûr, mais à un moment donné, elle s'incarne dans le corps électoral. Parce que chacun de vos militants de la société civile, chaque citoyen, c'est un électeur aussi. Et à un moment donné, il exerce ce droit, même si dans les pays démocratiques, il y a une fatigue, une lassitude, une abstention élevée, bon, etc. Dans les pays non démocratiques, les gens aspirent à ça. En tout cas, ce qu'on respecte leurs droits. Ils n'aspirent pas forcément à une démocratie qui ne marche pas très bien comme en Occident, mais en tout cas, à ce qu'on respecte leurs droits. Donc à un moment donné, il faut bien que ces concepts de corps électoral et de société civile coïncident. Le jour du vote, il ne faut pas que la société civile soit en guerre contre elle-même dès le lendemain, au nom de ce qu'elle a fait en tant que corps électoral. Donc c'est là où il nous faut, on n'a pas le temps là, mais il faut un Montesquieu qui se projette dans tout ça. Bon. Alors, ce que je voulais dire, moi, c'est que, comme en général, les gens qui ont été à l'origine de ce mouvement, qui l'ont légitimé, qui l'ont défendu, qui cherchent des protections, à juste titre, on est plutôt d'accord sur tout ça. Il y a l'idée que tout ça, ça va dans un sens de l'histoire qui est bien connu, c'est toujours le même. Mais en fait, non. Je lis Philippe de Villiers, que vous n'aviez pas pensé à relire avant d'arriver ici, vous voyez. La prochaine fois, on se consultera peut-être. Si la question s'adresse à moi, non, je n'ai pas pensé. Philippe de Villiers, qu'on le veuille ou non, j'ai été un lanceur d'alerte sur toutes les questions qui fâchent. Contre le traité de Maastricht, contre la perte de souveraineté, contre le passage à l'euro, contre les ravages de l'industrie agrochimique. Ça, c'est de la petite manipulation, ça, quand même. Contre l'islamisation de la société, etc. etc. Bon. La plupart des gens, aujourd'hui, qui sont contre le mariage pour tous, contre toute une série d'évolutions sociétales, se considèrent eux aussi comme des lanceurs d'alerte. Et il y a même dans le monde de l'économie ou des ingénieurs, des gens qui considèrent que, comme on ne peut pas sortir du nucléaire tant qu'on n'a pas réglé les questions technologiques dont j'ai parlé, on va inévitablement augmenter le CO2. Et ceux qui considèrent que le CO2 est un danger plus grand disent « je dois alerter ». Parce que on y arrivera peut-être dans 10 ou 15 ans, naturellement, c'est la tendance historique. Mais aujourd'hui, c'est trop dangereux. Enfin, je ne développe pas, il y a d'autres exemples, je ne veux pas être provocateur par principe. Je veux dire par là qu'un lanceur d'alerte, il peut se situer sur l'échiquier à peu près partout, en fait. Oui, je suis d'accord avec vous. J'adhère pas, je veux dire. Non, mais... N'ayez pas en tête que c'est simplement... Alors, il y aura la lutte entre les bons et les mauvais lanceurs d'alerte, je ne sais pas. Mais je vois que vous avez renoncé à m'attaquer depuis le début de cette discussion, donc je ne peux pas être inquiet. Si, parce qu'il ne l'a pas dit, mais en exemple, on a même cité Valérie Trierweiler comme lanceuse d'alerte sur la psychologie présidentielle. Non, mais la question est malgré tout intéressante, parce que c'est devenu un label aujourd'hui, et tant mieux pour beaucoup de certains de ses représentants, mais en même temps, tout le monde peut dire d'une certaine façon, je suis un lanceur d'alerte. Alors, il y a quelque chose d'assez écœurant que je trouve assez abject parfois dans cette capacité qu'ont un certain nombre de personnes en panne d'imagination, en panne de reconnaissance, et qui viennent manipuler une démarche qui est portée a priori par les principes, la vertu, une certaine conception qu'on peut se faire de la morale, pour essayer d'habiller avec un vernis vertueux ce qui n'est simplement qu'un petit règlement de compte misérable et minuscule. Donc il y a là quelque chose que je trouve profondément choquant, qui est aussi la signature de la faillite de nos politiques, que Delphine Batho ose s'autoproclamer lanceuse d'alerte. Ancienne ministre de l'écologie, honteux, du gouvernement. Et on ne va pas évoquer par charité Hérault. D'autres exemples. J'ai peur malheureusement que ces petites manipulations continuent encore demain. Mais un point. Oui, les lanceurs d'alerte et les désobéissants dépassent le clivage gauche-droite. Et c'est pour ça qu'ils constituent une formidable respiration démocratique. Et c'est pour ça qu'ils constituent une nouvelle figure de la démocratie, comme le dit Pierre Rosanvallon. Et ils le font parce qu'ils sont tous portés par un fond commun d'évidence que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire d'être dans l'obligation de défendre
l'intérêt public, les biens publics mondiaux, l'intérêt général. De considérer qu'ils en ont le devoir, la mission. Ils le font parfois de façon préméditée, parfois de façon spontanée, parfois à leur risque et péril, parfois de façon anonyme, mais c'est ça leur fond commun d'évidence, et c'est ça qui fait qu'il y a une dimension universelle et œcuménique chez tous les lanceurs d'alerte et les désobéissants, même si par ailleurs le mouvement est plus une histoire de gauche que dans la carte ADN de la droite, mais ça c'est une autre affaire, ça fera l'objet d'un autre débat. Bien, merci William Bourdon, merci Hubert Védrine. Merci, il nous reste 10 petites minutes pour des questions de la salle. Si vous en avez, signalez-vous. Monsieur, je vous vois, on va en prendre 2. Ici, monsieur. On va en prendre 3 rapides. Et puis, merci, allez-y. Pardon. Monsieur. Je voulais dire que je m'inscris plutôt dans la lignée de William Bourdon que celle d'Hubert Védrine. Je n'ai malheureusement pas la phobie du consensus. Ça me rappelle très récemment plus ou moins un scandale politique, enfin nos hommes politiques. Alors pourquoi je m'inscris plutôt dans la lignée de William Bourdon? Il n'y a pas de démocratie sans un maximum de transparence et non plus sans un maximum de liberté d'informer le citoyen. Et je tiens à rappeler, dans des pays normalement démocratiques, or, comme le souligne Derrida, je tiens à préciser qu'avec toutes les affaires, donc certaines ont été évoquées, donc on est dans des États occidentaux de plus en plus voyous. Alors j'aimerais maintenant un autre point aborder, puisque ça n'a pas été réellement fait, on a surtout parlé des lanceurs d'alerte individuels. J'aimerais maintenant évoquer, je ne sais pas si cette association-là, cette ONG labellisée, donc c'est l'Observatoire international des prisons. Et je tiens à rappeler qu'ils participent énormément. Donc leur présence est très constructive au niveau de l'amélioration de la condition carcérale en France. Là, je parle de la section française de l'OIP. Non, là, c'est juste un point de vue à propos des... Non mais je me permets, monsieur, de juste peut-être de résumer... Enfin, finalement, votre question, c'est qu'on peut poser à William Bourdon et à Hubert Védrine, c'est est-ce que des observatoires comme l'Observatoire des prisons, l'Observatoire national des prisons, l'OIP, comme d'autres associations, est-ce qu'on peut les considérer aussi comme des lanceurs d'alerte? C'est ce que vous voulez dire? Voilà, ouais. C'est pas simplement les lanceurs d'alerte collectifs. Est-ce qu'au fond, ces associations, voire même les ONG, sont-ils des lanceurs d'alerte? Oui, on peut à la fois rester exigeant sur les concepts et les vocables et souligner le fait qu'il y a un fil rouge aujourd'hui dans toutes ces nouvelles expressions citoyennes et démocratiques, c'est-à-dire peser sur les décideurs parce qu'on estime qu'ils ont manqué à l'exécution de leur mission. Et donc ça peut prendre évidemment des formes extrêmement variables, dont ces observatoires que vous évoquez. Et votre observation est évidemment très pertinente, parce que qu'est-ce que fait lanceur d'alerte? C'est précisément donner l'alerte sur quelque chose qui se trouve derrière les murs. Et la prison, c'est aussi un monde de la fermeture, c'est un monde des secrets, où parfois se jouent et se trament des scènes extrêmement sordides et cruelles. Et de ce point de vue, vous avez raison, cet observatoire que je connais bien mérite l'hommage que vous avez voulu que la salle lui rende. Mais ça renvoie aussi à cette exigence de responsabilité de l'action citoyenne et qui me permet de dire, et je termine, à chaque instant je suis vigilant parce que je vois bien que de mes amis parfois il faut que je prenne garde et quant à mes ennemis je m'en charge et que c'est dans son camp parfois qu'on n'est pas toujours les plus célébrés et les plus aidés. Une dernière question, monsieur, je vous en prie. Oui, bonsoir. En France, on a une loi de réponse à la diffamation contre les personnes. Première question, ne faudrait-il pas une loi pour droit de réponse pour la vérité? Quand on constate un mensonge et qu'on peut prouver un mensonge, qu'on puisse le répondre dans le même média, avec la même couverture. Deuxième chose, et deuxième question, les Américains, en 2003, auraient pu même se passer de tout le gros mensonge qu'ils ont fait pour attaquer. Donc, n'est-il pas plus important d'avoir une cour pénale internationale qui soit vraiment universelle pour éviter justement les mensonges qui conduisent à la guerre pour des intérêts de pouvoir, par des manipulations, plutôt que même la transparence. Disons, parce que la transparence, l'enquête peut être menée par une cour pour déterminer les faits, on garderait certains secrets, mais elle pourrait
la Cour pourrait accéder à ces secrets. Hubert Donc, Védrine, quel est le peut-être, point le plus sur cette important question ces alertes, la transparence ou bien une compétence universelle de la Cour pénale? Une réaction comme ça à chaud, à supposer que ce soit une bonne chose de pénaliser la vie internationale. Les relations internationales, ce n'est pas mon avis, mais à supposer que ce soit une bonne chose, pour que ça marche, ça supposerait que tous les pays signent. De toute façon, il n'y a pas de puissance au-dessus. Il n'y a pas d'Olympe sur la planète Mars qui va obliger les États-Unis à signer ce texte qu'ils ne signeront jamais. Israël ne le signera jamais. La Chine la signera peut-être dans 50 ans, vous voyez. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. D'ailleurs, la Cour pénale internationale actuelle, c'est plutôt la Cour pénale des Européens et de leurs amis et de ceux qui ne peuvent pas dire non aux Européens, en gros. Et donc beaucoup d'Africains, qui sont d'ailleurs furieux parce qu'elle s'occupe quasiment que de crimes en Afrique. Donc, comme il n'y a pas de puissance mondiale au-dessus du monde, il ne faut d'ailleurs pas le souhaiter, parce que si c'était mauvais, où est-ce qu'on irait? On ne saurait pas. Vous voyez? Donc, c'est une idée en soi qui n'est pas contestable en tant qu'idée, mais je ne la vois pas mise en œuvre, sauf à ce que la Cour pénale progresse, soit mieux admise, par exemple en Afrique, soit plus équilibrée dans ses investigations, etc. Peut-être une lente progression qui élargirait le consensus pour la soutenir, peut-être. William Bourdon. Oui, comme tout nouvel instrument juridique planétaire, la justice pénale internationale en est à la préface. Donc elle n'est pas suffisamment universalisée, elle est trop perçue comme une cour pénale internationale qui serait dirigée exclusivement contre les Africains, tant que les États les plus puissants de la planète, la Russie, la Chine, les États-Unis, mais aussi le monde arabe, Israël, la boycotteront, évidemment, elle marchera sur une jambe et elle donnera des arguments, faute de cette universalisation, à ceux qui en sont les contempteurs. Mais c'est une odyssée irréversible. La mondialisation de la justice est un mouvement irréversible qui s'est fait d'ailleurs contre les politiques, qui s'est fait d'ailleurs contre les raisons d'État. Et vous vous souvenez de nos débats il y a 12 ou 15 ans, M. Védrine, quand on s'était rencontrés, on ne va pas échanger des souvenirs toute la journée, mais sur la Cour pénale internationale, vous étiez sceptique et aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a là un mouvement irréversible. Mais une fois de plus, et ce n'est pas pour faire de l'autocélébration, mais une fois de plus, cette odyssée judiciaire est la démonstration du fait que les grandes avancées du droit sont toujours obtenues plus de force que de gré par la société civile contre les responsables publics et les États. Non, un mot sur le mot de scepticisme. Ce sur quoi j'étais prudent, circonspect, c'est le fait que la création de cette Cour pénale, elle ait créé des espérances extraordinaires, des illusions extraordinaires, qui seraient suivies par un moment de désillusion cruelle. Et moi, je pense que c'est beaucoup plus honnête d'être franc et lucide, plutôt que de raconter des salades auxquelles les gens croient. Après, ils sont désespérés parce qu'on leur a raconté des trucs qui ne marchent pas. J'ai dit à l'avance, moi, que les Africains allaient réagir comme ils réagissent aujourd'hui. Je l'ai dit des années à l'avance. La plupart des dirigeants africains, même l'Union africaine, considèrent que la Cour pénale, c'est juste une machine à juger des Africains, même s'il y a 2 ou 3 balkaniques. Voyez. Donc, moi, je mettais en garde contre les illusions excessives. Et encore une fois, je pense que c'est une forme d'honnêteté intellectuelle. Comme après la fin de l'Union soviétique. J'ai dit, on n'est pas dans la communauté internationale, ça va être une compétition généralisée. Bon, je crois qu'il vaut mieux dire les choses comme ça aux gens, plutôt que de... Bon. Mais je crois pas que c'est un lanceur d'alerte. Alors, après, mais je voulais rendre hommage au nouvel lanceur d'alerte que je vous présente, M. Hubert Védrine. Bien, en tout cas, merci à Hubert Védrine et merci à William Bourdon.